Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe de l'Institut français du Maroc pour ce nouvel entretien qui s'inscrit, je le rappelle, dans le cadre de la série Demain dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être depuis Marseille avec Jeanne Burgard-Goutal, une philosophe. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors avec vous, Jeanne, aujourd'hui, on va explorer un terme que l'on connaît peut-être pour l'avoir entendu, mais dont on ne mesure peut-être pas toujours à la fois toutes les différentes dimensions et puis la portée et les expressions à travers le monde. Donc je suis ravie de pouvoir découvrir ce terme avec vous. Vous lui avez consacré un ouvrage qui est paru en mars dernier aux éditions de l'Échappée. Ça s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique ». Alors, ça vous a pris des années, je crois 7 ans pour écrire cet ouvrage. Alors, avant de rentrer plus en détail dans l'explication de ce terme, comment vous en êtes venu à travailler, vous qui êtes philosophe, sur ce sujet? Comment vous avez rencontré l'écoféminisme? J'ai commencé à travailler sur le sujet dans le cadre d'une thèse de philo que j'ai commencé à faire en parallèle de l'enseignement. Donc j'enseigne la philosophie au lycée. Et en fait, je m'intéressais depuis longtemps à la fois à titre philosophique et personnel ou existentiel. D'un côté, aux questions qui concernent la différence entre les sexes et les inégalités hommes-femmes. D'un autre côté, aux questions autour de l'écologie et du rapport des sociétés humaines avec la nature. Et puis encore d'un autre côté, aux questions concernant la critique de la civilisation occidentale, du capitalisme, de la modernité. Et pour moi, c'était des centres d'intérêt sans aucun rapport. Et puis j'ai découvert à travers un documentaire de Colin Serrault qui s'appelle « Solutions locales pour un désordre global », dans lequel il y a des passages d'interviews de Vandana Shiva ou de Claude Lydia Bourguignon ou de membres du mouvement des paysans sans terre au Brésil, que en fait, ce que je croyais être sans lien, des personnes, des militants, des collectifs, des théoriciens et théoriciennes en avaient pensé les liens. Et c'est justement ça l'écoféminisme, c'est de réfléchir aux liens entre ces diverses dimensions. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus et de plonger un peu dans la nébuleuse écoféministe. Alors, je le disais, vous avez passé des années à travailler sur ce sujet, vous y avez réfléchi en termes conceptuels, mais vous avez aussi fait beaucoup de terrain, vous êtes allé rencontrer les figures de ce mouvement. En tant que philosophe, parce que les philosophes, on a l'impression que ce sont des rats de bibliothèque qui sont beaucoup dans les concepts, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté d'aller comme ça explorer à la fois le concept et puis de voir de visu comment il était incarné? Ça a complètement changé ma manière de faire de la philosophie. Je crois qu'au début, en commençant une thèse de philo, je m'étais attendue effectivement à faire que le rat de bibliothèque. Et c'est ce que j'ai fait pendant les premières années de ma recherche. Donc, comparer les théories, parce qu'en fait, en français, il y a peu d'ouvrages, mais en anglais, il y a vraiment des centaines d'ouvrages. Donc, il y avait beaucoup de matière déjà à travers les livres. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'effectivement, cette méthode habituelle d'être dans le monde des idées et de jouer avec les théories et les concepts, ça marchait pas quand il s'agissait de quelque chose qui est un mouvement contemporain, politique, vivant, fait de personnes réelles qui agissent et fort heureusement d'ailleurs ça m'a obligée à sortir de mes bouquins et essayer de confronter les théories et les pratiques. Cette confrontation, ça n'a pas toujours été facile parce que évidemment il y a toujours un fossé entre la théorie et la pratique ou entre les idéaux et la réalité auquel on n'est pas toujours préparé quand on fait de la philo. Puisque c'est facile de jouer avec des idéaux ou de rester dans la pensée. Donc souvent cette confrontation-là, d'aller sur place rencontrer des femmes ou des ONG ou des collectifs écoféministes, ça a été un peu le choc de voir à quel point la réalité n'est pas conforme aux idéaux. Mais c'est aussi quelque chose qui donne un accès au réel sous d'autres formes. Une dernière question, Jeanne, sur cet ouvrage, avant de passer à l'explication du terme. Quelle est votre posture par rapport à ce sujet? Parce que pour vous, ni vous en faites réellement l'éloge, ni vous en faites vraiment une critique. Donc par rapport à ce terme d'écoféminisme,
pour qu'on comprenne un peu l'esprit de l'ouvrage, quelle est votre posture personnelle sur le sujet? J'ai eu effectivement des difficultés à trouver quelle était ma posture face au sujet et surtout à comprendre que c'était une posture qui pouvait être légitime parce que au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que les théories écoféministes, il y avait beaucoup de valeurs que je partageais et en même temps je voyais beaucoup de limites théoriques, donc je pouvais ni être pour ni être contre. C'est un peu ça, cette rencontre des limites qui m'a amenée à aller voir dans les pratiques. Et là aussi, ça a été un petit peu ambivalent, c'est-à-dire de découvrir à la fois des choses porteuses d'espoir et puis des contradictions, voilà, voire des compromissions. Et donc, c'était pas évident au moment d'écrire le livre de savoir comment faire justement pour garder cette espèce de ligne de crête. Et voilà, quelque chose qui m'a aidé, c'est quand mon éditeur, après la lecture de quelques chapitres que je lui avais envoyés, qui m'a dit ah mais c'est marrant, on dirait Tintin. Donc cette posture de reporter, enquêteur, observateur, qui en fait est la posture du philosophe, mais qui est difficile à tenir quand on travaille sur un mouvement militant, parce que les gens cherchent constamment à vous faire prendre parti, alors que la philo donne au contraire cette liberté de examiner, réfléchir, questionner, sans que ce soit important de se positionner. Donc finalement, le livre, c'est plus une façon de poser les bonnes questions sur le sujet que de trouver des réponses définitives. Oui, exactement. Alors, pour comprendre maintenant, entrons dans le vif du sujet, ce terme d'écoféminisme, parce qu'il est assez difficile à comprendre. On peut bien sûr être écolo sans être féministe, on peut être féministe sans être écolo, mais il ne suffit pas d'être écolo et féministe pour être écoféministe. On y perd un peu son latin. Donc, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire le minima commun sur lequel s'entendent les féministes avant qu'on explique les lignes de fracture? Mais quel est le minimum, le socle commun? Ce qui, à mon avis, fait voilà, un peu l'ADN ou la marque de fabrique de l'écoféminisme et qui permet de le distinguer d'autres mouvements féministes et d'autres mouvements écologistes, c'est que ça part de la conviction qu'il y aurait une interconnexion entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature, et en fait au-delà entre toutes les formes de domination, et que c'est vraiment cette conviction de départ, l'idée que patriarcat et capitalisme et écocide et néocolonialisme seraient en fait différentes facettes d'un seul et même système et non pas des phénomènes séparés. Donc ça veut dire que à la fois dans les analyses écoféministes, un aspect essentiel des analyses, c'est d'essayer de comprendre quels sont les liens entre le patriarcat, le capitalisme, le néocolonialisme, la crise écologique. Donc essayer de théoriser ces liens à la fois actuellement et à la fois en remontant dans l'histoire, voire dans la préhistoire. Et du point de vue des idéaux et des objectifs, l'idée c'est aussi que ça implique un idéal d'un renversement systémique. Pas simplement lutter pour plus d'égalité entre hommes et femmes au sein du système capitaliste, ou pas simplement verdir un peu le capitalisme sans toucher aux inégalités hommes-femmes, mais vraiment l'idée de tout changer de façon complètement reliée, complètement interconnectée. Donc, pour résumer, de façon peut-être simplifiée, l'écoféminisme se situe à l'intersection de la lutte contre l'exploitation des femmes, contre l'exploitation de la nature et contre l'exploitation capitaliste. Exactement. Avec aussi vraiment l'insistance sur la dimension néocoloniale de l'exploitation capitaliste. Alors, quand vous évoquez cette analogie que l'on fait de la domination masculine sur la nature et qui aurait pour pendant ou pour corollaire, je ne sais pas exactement le terme qu'il faut utiliser, vous allez le clarifier pour nous, et la domination masculine sur les femmes, est-ce que ça n'est pas un peu simpliste? Parce qu'on entend beaucoup cette idée que bon, bah, les femmes sont violées comme la terre est violée. Et est-ce que cette analogie, elle fait sens pour vous ou est-ce qu'elle n'est pas un peu limitative? À mon avis, elle a une validité en tant que slogan politique, mais pas en tant que théorie philosophique. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les marches pour le climat au printemps 2019, dans les rues de différentes villes de France, on a pu voir beaucoup de jeunes filles avec des pancartes
qui faisait une analogie entre les femmes et la terre. En Amérique latine aussi, il y a un slogan assez courant qui dit « Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête ». Donc, il joue vraiment sur cette analogie. À mon sens, effectivement, en termes de théorie, il suffit pas de trouver des points communs ou des ressemblances entre deux dominations pour dire qu'elles ont des liens réels. Mais comme slogan politique, il y en a certains qui sonnent vraiment bien. Alors, vous m'entendez toujours ? Oui. Oui. Alors, sur cette nébuleuse écoféministe, je reprends le terme que vous avez employé tout à l'heure, c'est nébuleuse. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des fractions à l'intérieur de ce mouvement? Et si oui, quelles sont les lignes idéologiques ou pratiques sur lesquelles elles se divisent? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée au début de mes recherches. Parce que, là aussi, comme j'abordais le mouvement avec un œil de philosophe, et qu'en plus, beaucoup de philosophes avant moi, américaines ou australiennes, avaient travaillé sur la question, c'est vrai que souvent, dans la méthode philosophique, l'approche va être d'essayer de comprendre quelles sont les divergences théoriques, quels sont les débats, quels sont les désaccords à partir desquels on peut créer des problèmes ou des polémiques. C'est possible de trouver quelques lignes de fracture, et j'essaierai de les clarifier après, mais simplement, en fait, cette approche-là, assez rapidement, pas si rapidement que ça, mais au bout d'un certain temps de recherche, en fait, je me suis rendu compte que mon approche philosophique était un peu à côté de la plaque, et que en réalité, les écoféministes elles-mêmes, en particulier au début du mouvement, donc celles qui étaient vraiment impliquées dans des luttes concrètes et pas simplement en train de théoriser, elles avaient vraiment fait passer au second plan leurs fractures ou leurs désaccords. C'est-à-dire que, par exemple, certaines considéraient qu'il y a une nature féminine éternelle, et d'autres pas du tout, considèrent au contraire que la féminité est une construction sociale. Certaines sont athées, d'autres chrétiennes, d'autres néo-païennes, pour parler aux États-Unis. Mais en fait, pour elles, ces divergences-là sont secondaires par rapport au désir d'unité dans la lutte et de solidarité. Donc, je pense qu'il faut pas leur donner trop d'importance. Il y a vraiment l'idée que, ces désaccords, ils existent, mais qu'ils devraient pas empêcher de trouver des formes de solidarité et des objectifs communs politiquement. Après, si quand même on veut faire ce que elles ne font pas, et essayer de clarifier un peu ces désaccords. En fait, ce qui moi m'a passionné justement philosophiquement, c'est que sur presque toutes les questions, il y a des clivages. Par exemple, là j'ai donné l'exemple de essentialisme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une essence féminine ou constructivisme, c'est-à-dire est-ce que c'est juste une construction sociale. Mais de la même façon sur les rapports entre le capitalisme et le patriarcat, sur l'origine historique de la domination patriarcale, sur l'importance de la spiritualité. En fait, sur tous ces sujets, on trouve des positionnements différents. Mais le socle commun reste. Pardon ? Mais le socle commun reste et unit tous ces différents mouvements, en dépit de ces lignes de fracture. Oui, alors sur le plan théorique, effectivement, il y a toujours ce socle commun de essayer de comprendre les interconnexions entre les formes d'oppression et de les renverser tout ensemble comme un système. Et sur le plan pratique, il y a eu, en tout cas dans les années 80, vraiment le désir de trouver un ennemi commun et une lutte commune. Alors, vous faites une excellente transition puisque j'allais vous poser la question de savoir quand ce mouvement avait émergé et quels étaient les temps forts de cette histoire de l'écoféminisme. C'est un mouvement qui est déjà assez ancien, même si en fait on en parle, en tout cas en France on en parle ou on en reparle depuis peu, mais en réalité c'est un mouvement qui est né il y a déjà plus de 40 ans, au milieu des années 70. Alors souvent on attribue à Françoise d'Aubonne, donc qui était une des cofondatrices du MLF, le mouvement de libération des femmes, la maternité du mot écoféminisme.
qui apparaîtrait pour la première fois dans un ouvrage qu'elle a écrit en 1974, qui s'appelle Le féminisme ou la mort. Mais bon, c'est pas tellement en France que ça a eu du succès. En fait, c'est surtout le véritable essor du mouvement. C'est à la fin des années 70, début des années 80, dans le monde anglo-saxon. Donc aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie. Les mobilisations les plus connues, donc au moment vraiment de l'émergence du mouvement en 79, 80, 81, ça s'est souvent articulé autour de la lutte contre le nucléaire civil et militaire. En fait, les premiers collectifs écoféministes sont nés par la convergence de femmes qui étaient déjà impliquées dans différentes luttes, donc des luttes écologistes, des luttes féministes, des luttes antiracistes, des luttes pacifistes, antinucléaires, et qui en fait à un moment se sont réunies pour faire naître ce mouvement-là. Et ce sont des mouvements qui ont duré, parce que je crois que le plus emblématique d'entre eux, c'est celui de Greenham Common en Angleterre, qui a duré presque 20 ans, parce que le camp a été mis en place en 1981, et la dernière femme qui l'a quitté, c'était en 2000. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, donc ce camp, effectivement, c'est une des expérimentations les plus spectaculaires de l'écoféminisme. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bon, donc c'est un camp qui dure 19 ans, c'est-à-dire que très souvent, ce qu'ont cherché à faire les militantes écoféministes, c'est pas simplement à marcher dans la rue en criant un slogan et puis le soir retourner chez soi et vivre comme tout le monde, mais c'est de expérimenter un mode de vie alternatif. Donc en l'occurrence, donc le campement a commencé en 1981. Alors on rappelle le contexte. Donc c'est en pleine guerre froide, voilà. Donc où il y avait bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est, et il était question de stocker des missiles nucléaires sur le sol britannique. Apprenant ça, alors au début c'est juste 36 femmes impliquées dans des causes pacifistes et antinucléaires qui vont converger vers la base militaire de la Royal Air Force où les missiles nucléaires doivent être stockés, et qui s'installent là. Et qui reste, au point que Margaret Thatcher a dû faire quelque chose. Et donc, en temps de roulement normal, on va dire, c'était un campement qui était non mixte, donc où il y avait des femmes et parfois des enfants. Et les hommes, en fait, jouaient surtout un rôle d'arrière-base, on va dire. C'est-à-dire que c'était les femmes qui étaient au front, qui bloquaient la base militaire, qui affrontaient les policiers, qui cherchaient à craquer le grillage de la base pour s'introduire à l'intérieur. Et les hommes s'occupaient de prendre leur linge sale, le laver, ramener du linge propre, s'occuper des enfants pendant que elles pouvaient lutter, les ravitailler, leur apporter de la nourriture, etc. Donc ils avaient un rôle dans le mouvement, mais voilà, c'était une répartition des rôles assez inhabituelle. Et pendant certains temps forts, elles rameutaient tout leur réseau militant pour des actions où il y avait des milliers de personnes, par exemple une chaîne humaine tout autour de la base militaire, où je sais plus le nombre de personnes, mais voilà, c'est plusieurs kilomètres pour entourer toute la base. Et donc sur place, il y avait vraiment l'idée de non seulement militer pour l'avènement futur d'un mode de vie différent, hors du système capitaliste, hors des rapports hommes-femmes patriarcaux, mais vraiment de les incarner ici et maintenant en organisant la vie quotidienne d'une façon complètement différente de la vie moderne habituelle. Et c'était un camp non mixte. Alors en fait, voilà, comme je l'ai dit, les hommes avaient quand même un rôle, mais généralement, eux, ils restaient pas sur place puisqu'il fallait qu'ils puissent cuisiner pour apporter à manger, ou qu'ils puissent aller laver le linge pour que les femmes qui luttaient aient du linge. Donc voilà, ils avaient un rôle, mais qui était un peu un rôle subordonné, qui est un peu une inversion des rôles habituels, même dans des mouvements qui se veulent super égalitaires et... Alors,
Comment on explique que ces mouvements aient eu cet essor dans le monde anglo-saxon à la faveur pardon, de ces luttes contre le nucléaire, contre tous les dommages collatéraux de la guerre froide, etc. et que ça ait peu pris en France, parce qu'il y a eu beaucoup de réticences vis-à-vis de ce terme. Je crois me souvenir que Françoise Giroud, par exemple, disait que parler d'écoféminisme, c'était renvoyer encore les femmes à leur tâche naturelle qui serait encore de nettoyer les choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on a eu du mal en France intellectuellement à s'approprier ce terme et à le faire vivre dans l'espace français? En France, il me semble que le féminisme majoritaire, il est vraiment très marqué par les théories de Simone de Beauvoir. Et dans le deuxième sexe, une des tâches principales que s'assigne Simone de Beauvoir, c'est de dénaturaliser la femme, c'est-à-dire de montrer que on ne naît pas femme, on le devient, c'est-à-dire la féminité n'est pas naturelle, il n'est pas naturel, il n'est pas inscrit dans les gènes des femmes de s'occuper des enfants ou de faire le ménage ou de faire la vaisselle, etc. Mais c'est une construction sociale. Et ça a vraiment été un axe fort du féminisme français, ce qui fait que ce mouvement qui tout d'un coup se mettait à remettre dans les mêmes textes les femmes et la nature, même si c'est pas forcément pour les identifier, mais ça paraissait dangereux en fait, ça paraissait une stratégie trop risquée et un risque de renaturaliser les femmes et leurs prétendues fonctions naturelles, ce qui fait que les féministes françaises ont vraiment freiné des quatre fers quand les écologistes ont essayé de tisser des alliances et de leur tendre des perches. Et c'est pas la notion de nature, par exemple, dans le contexte de la pensée américaine, n'a pas du tout ces connotations un petit peu traditionnelles ou un petit peu aliénantes. Dans la pensée américaine, souvent la notion de nature, elle a été utilisée dans un sens libérateur, en fait, pour s'opposer à un système industriel qui serait aliénant. Donc il n'y a pas le même héritage théorique. Et en France, voilà, le terme nature, il est d'une certaine façon pollué ou rendu inutilisable à l'oreille de la plupart des féministes françaises. Est-ce que c'est en train de changer ? Oui et non. C'est-à-dire, je m'aperçois que justement autour de l'écoféminisme, ce débat autour de qu'entend-on par nature et est-ce que c'est une bonne stratégie ou une stratégie trop risquée de parler de nature, ça continue à être quelque chose de très problématique. Après, bon, entre-temps, il y a pas mal de penseurs qui sont passés par là et qui ont déconstruit l'idée de nature, qui ont montré que voilà, on peut très bien repenser la nature en montrant que la nature, ce n'est pas la passivité, mais que dans la nature, il y a aussi des formes d'activité, d'intelligence, de conscience, voilà, y compris chez les animaux, y compris chez les plantes. Mais pour l'instant, tout ce travail de repenser la nature est pas encore suffisamment acquis pour que la notion de nature soit libérée de ces consonances un peu tradies. Alors, encore une question pour comprendre, enfin encore un aspect pour essayer de mieux comprendre ce terme d'écoféministe. Est-ce que ces mouvements interrogent les catégories traditionnelles du masculin et du féminin? En fait, quelles sont les théories écoféministes sur le masculin? Oui, ça interroge clairement ces notions. Là aussi, ça le fait d'une façon qui est un petit peu différente du féminisme dominant, du féminisme majoritaire. Souvent, ce sur quoi on a tendance à mettre l'accent, c'est sur déconstruire l'idée de féminité telle qu'elle est traditionnellement pensée, en disant voilà, cette notion-là de la femme et de la féminité, c'est vraiment un outil d'oppression et un outil d'aliénation, donc on va déconstruire ça. Et la question du masculin est un peu plus laissée de côté. Dans l'écoféminisme, un des postulats, c'est de dire, en réalité, la construction patriarcale des genres, elle est oppressante aussi pour les hommes. Et elle est aliénante aussi pour les hommes. Devoir être un homme,
Si par là on entend devoir se couper de ses émotions, devoir se couper de sa sensibilité, ne pas pouvoir faire des câlins à ses enfants et s'en occuper et avoir une fonction nourricière, c'est aussi aliénant. D'une autre façon, mais voilà, c'est aussi une forme de coupure avec un certain nombre de fonctions et de plaisirs de l'existence humaine. Donc ça fait que pour elle, en fait, dans le patriarcat, c'est une blessure pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Ce qui les amène à essayer de non seulement repenser ce qu'on peut entendre par femme, en montrant que les femmes, elles aussi, peuvent être puissantes, peuvent être libres, peuvent être rationnelles, peuvent être des créatrices de culture, mais repenser aussi les hommes en montrant que dans la masculinité aussi, il peut y avoir des fonctions de care, donc de prendre soin, de s'occuper d'eux, de s'occuper des enfants, de renouer avec les émotions et avec le sensible. Elles ne sont ni dans une stratégie qui consisterait à dire les femmes doivent finir par ressembler aux hommes en épousant leurs attributs, ni dans la stratégie différentialiste qui dit non, c'est deux choses différentes et qui essaye de revaloriser les attributs féminins. Elles sont dans une sorte de troisième voie finalement qui essaye de mêler les attributs de chacun dans une visée d'écologie, de préservation du vivant. Exactement. Et en tout cas, la plupart d'entre elles. Mais souvent, ça n'a pas toujours été bien compris. Parce que le fait même d'utiliser les mots masculins et féminins, ça peut poser problème. Là encore, si on comprend pas toute la démarche qu'il y a derrière de, en fait, repenser complètement le féminin et repenser complètement le masculin. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement le refus de ces deux stratégies. Donc, masculiniser les femmes ou simplement inverser la hiérarchie, mais de dire non, en fait, voilà, il faut tout repenser le masculin, le féminin et leur relation, avec des identités beaucoup plus souples que ce qu'on fait habituellement quand on fait un schéma binaire. Alors, est-ce que vous avez constaté ce questionnement du masculin de la même manière dans des sociétés qui sont différentes des sociétés du Nord ou en tous les cas développées ou occidentales, mais dans des pays du Sud ou en voie de développement? Je sais que vous êtes allé en Inde à la rencontre de Vandana Shiva, par exemple, en Inde où les femmes sont très mobilisées, notamment contre la déforestation. C'est un mouvement qui date d'il y a déjà plusieurs décennies, mais c'est pareil dans d'autres sociétés. Au Japon, des femmes qui dénoncent la pollution des eaux, etc. Est-ce que cette question de la masculinité dans ce type de mouvement se pose de la même manière, même si les cultures sont très différentes? Alors, c'est difficile de répondre à cette question sans dire n'importe quoi, parce que, donc, en réalité, je suis restée 3 mois en Inde, ce qui est déjà un certain temps. Mais je me suis rendu compte que, en fait, pour comprendre un univers culturel, même en donnant le meilleur de soi-même pendant 3 mois, en essayant de discuter le plus possible avec le plus possible de gens, ça donne accès à des connaissances limitées. Donc, pour m'en tenir à ce que je peux dire sans dire trop de bêtises, je crois, dans le cadre de l'ONG de Vandana Shiva, où j'ai passé du coup 1 mois et demi sur les 3 mois. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que aborder ces questions de homme, femme, masculin, féminin, domination masculine, c'était très 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 compliqué. Et que autant dans les écrits de Vandana Shiva et même sur le site internet, le mot écoféminisme est utilisé, autant dans les pratiques réelles de l'ONG, il est jamais question de féminisme. Et moi, ça m'a pas mal perturbée. Donc, j'ai posé plusieurs fois la question au personnel encadrant de l'ONG, qui m'ont dit, mais en fait, les questions de hommes et femmes, c'est des questions trop sensibles, de la même façon que les questions de religion. Donc, on peut pas les aborder avec les communautés de paysans ou les villages avec lesquels on travaille. Ils vont considérer que c'est une intrusion dans leur intimité. Donc en fait, il m'a semblé qu'il y avait tellement de tabous autour de ces questions que finalement, même une ONG qui se dit écoféministe
développer un volet écolo avec voilà, en expliquant comment cultiver sans utiliser de pesticides, comment réutiliser des méthodes plus traditionnelles et plus douces, mais qu'en revanche sur la question de la domination masculine et des inégalités de caste et des inégalités religieuses, parce que voilà, la question des hindous et des musulmans, c'est très problématique en Inde. Là, c'était voilà, terrain explosif. Voilà. Donc ce questionnement vis-à-vis du masculin prend des formes différentes selon les pays et les cultures. Alors j'en viens justement à ma deuxième partie pour voir un peu les expériences, les mises en pratique de cet écoféminisme à travers le monde et surtout dans les pays du Sud. Alors il y a beaucoup de mouvements, je crois, à travers le monde qui sont portés par des femmes. Il y a notamment au Nigeria, par exemple, je crois qu'il y a des femmes qui luttent depuis des années pour la protection de la forêt de Boudouma, je crois, parce que c'est un réservoir pour elles d'eau, d'abri, de culture. Est-ce que vous pouvez nous dire un aperçu, en fait, qu'on prenne la mesure de l'écoféminisme à travers le monde? Oui, alors déjà, moi j'appellerais pas ça de l'écoféminisme, pour la raison que généralement c'est des mouvements qui n'utilisent pas eux-mêmes cette étiquette-là. Et que ça me paraît très important de tenir compte et de respecter la façon dont les gens eux-mêmes conscientisent et conceptualisent leur action politique. Donc, je crois pas qu'on puisse vraiment appeler ça écoféminisme au sens strict du terme. Mais il n'empêche qu'effectivement, il y a énormément de mouvements menés par des femmes autour d'enjeux environnementaux locaux. Par exemple, tout à l'heure, vous évoquiez le mouvement Chipko au nord de l'Inde, donc contre la déforestation des alentours de certains villages. En Amérique du Sud, il y a énormément de luttes, énormément de collectifs qui sont organisés par des femmes et majoritairement composés de femmes et menés par des femmes qui luttent contre l'extractivisme minier, donc contre l'implantation de mines à proximité de leur village. La question de la déforestation aussi, évidemment, en Amérique du Sud, elle est prise en charge par des mouvements et des collectifs menés par des femmes. Au Kenya, il y a le mouvement de la ceinture verte fondé par Wangari Maathai, qui là aussi articule des enjeux de lutte contre la désertification et de indépendance économique des femmes. Donc en fait, voilà, on s'aperçoit que très souvent, il y a une sorte de tendance à décrire l'histoire de l'écologie comme si la figure un peu modèle de l'écolo, c'était un homme blanc en sandalettes qui se balade dans la forêt. Les cheveux hirsutes. Exactement. Et en fait, c'est vrai que quelque chose que m'ont apprise les recherches sur l'écoféminisme, c'est que finalement, majoritairement, c'est pas ça qui incarne l'écologie. C'est effectivement souvent des luttes qui sont collectives et qui sont conduites par des femmes. Et très souvent, la raison qui apparaît, c'est que elles découvrent souvent, donc ce sont les femmes qui sont chargées de s'occuper des bébés, des enfants, et puis des personnes âgées, et puis des personnes qui sont malades. Donc elles sont aux premières lignes pour s'apercevoir des problèmes sanitaires. Et en réfléchissant, en enquêtant, en discutant, souvent ce sont elles qui du coup vont réussir à faire le lien entre ces problèmes de santé qu'elles observent dans leur famille ou dans leur communauté, et puis par exemple l'implantation d'une mine, l'implantation d'une industrie polluante, l'implantation d'une déchetterie, ou bien d'un champ de maïs en monoculture arrosé de pesticides. Et c'est ça qui explique que souvent elles soient aux premières lignes de la prise de conscience environnementale pour ces enjeux locaux et de la lutte. Alors, vous l'avez dit, elles sont en première ligne, mais ça veut dire aussi qu'elles sont en première ligne pour être les plus exposées. Il y a un slogan du mouvement écoféministe qui dit « premières impactées, premières mobilisées ». Aujourd'hui, les chiffres le montrent. Selon l'ONU, 80% des réfugiés climatiques seraient des femmes et elles seraient 14 fois plus exposées
aux risques liés au changement climatique que les hommes aussi. Donc quelque part, les femmes sont aussi les premières victimes ou en première ligne pour subir les causes d'un changement climatique. Exactement. En fait, c'est vrai que parfois, on peut avoir une sorte d'image de la crise écologique comme si c'était un phénomène qui touchait l'humanité dans son ensemble. Et voilà, on imagine la Terre vue du ciel comme une espèce de totalité sur laquelle il y aurait l'humanité avec un grand H qui serait aux prises avec un épuisement des ressources, une perte de la biodiversité, un réchauffement de la planète. Mais si on analyse en fonction des catégories sociales, donc selon un angle de sexe, homme-femme, ou selon un angle économique, entre les catégories les plus riches et les plus pauvres, ou selon un angle de race sociale, on voit qu'il y a des injustices environnementales et que ce ne sont pas les mêmes catégories qui sont les plus touchées par les conséquences des dégradations environnementales. Ce ne sont pas non plus les mêmes catégories qui sont les plus responsables de ces dégradations-là par leur action, et que un certain nombre de mots sont très trompeurs. Par exemple, quand on parle de l'anthropocène, donc qui serait l'ère géologique dans laquelle on vit depuis la révolution industrielle, en disant donc c'est l'ère géologique dans laquelle anthropos, l'être humain, est devenu une force géologique majeure et se met à réchauffer le climat, etc. Mais en fait, une des puces à l'oreille que permet l'écoféminisme, c'est de dire mais en fait anthropos, c'est quels êtres humains qui habitent où, qui sont hommes ou femmes, qui sont noirs ou blancs, qui sont riches ou pauvres, qui sont occidentaux ou qui sont dans les pays du Sud, qui en fait est la cause par ces activités du réchauffement climatique et qui le subit. Et on voit qu'il y a une répartition très inégale des responsabilités et des victimes. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on évoquait les pays du Sud, parce que j'aimerais vous interroger sur la façon dont les luttes écoféministes convergent ou pas, et la question de savoir ce que les écoféministes, ou en tous les cas les femmes engagées dans la préservation de la nature dans les pays du Sud ou en développement, qui sont en train aujourd'hui d'être concernées par la crise écologique, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux féministes du Nord, que ce soit en termes de technique ou que ce soit, vous avez évoqué le mot tout à l'heure, en termes spirituels, parce qu'il y a peut-être dans certaines cultures des rapports à la nature, des rapports à des techniques ou des savoir-faire qui ont été perdus dans le Nord, qu'on est en train peut-être de ressusciter. Il y a ce terme de sorcière qui aujourd'hui qui revient dans le discours féministe du Nord. J'aimerais d'ailleurs que vous nous en disiez un mot de ce terme. Et puis je crois que lors de votre terrain, vous avez aussi assisté à des rituels, à des choses comme ça. C'est un aspect sur lequel j'aimerais vous interroger. Et ensuite, la question de savoir, est-ce que les féministes du Sud, ou peut-être ces traditions ont été préservées, peuvent dire quelque chose ou aider les écoféministes du Nord? Oui. Effectivement, quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que dès les débuts du mouvement, il y a eu au moins une tentative de positionnement radicalement non néocolonial ou non impérialiste caché des écoféministes du Nord. Pourquoi? Quelle était la crainte? Alors, c'est-à-dire ce que beaucoup ont remarqué, c'est que très souvent les questions de développement, mais aussi les questions de préservation écologique, un peu toutes les questions en fait, il y a une sorte de tendance du Nord à s'imaginer que on a les bonnes réponses et puis on va expliquer au reste du monde comment il faut faire. Alors d'abord on colonise, on réduit en esclavage, après on fait du développement, etc. Ça change de nom, ça change de pratique, mais il y a un petit peu toujours cette tendance à croire que on va apporter aux autres les solutions et que maintenant qu'on les a aidés à détruire l'environnement, on va les aider à voir comment ils peuvent éviter ces conséquences. Et en fait, les écoféministes, d'emblée, elles se sont pas du tout positionnées de cette façon. Et ce qu'elles ont essayé de comprendre, c'est plutôt que peut-on apprendre? C'est-à-dire, nous croyons développer, mais est-ce que finalement, c'est pas d'autres pays qui ont évité de dégrader l'environnement comme nous l'avons fait, qui sont plus développés ou qui sont finalement en avance
par rapport à nous sur la question de comment vivre harmonieusement avec la nature tout en pouvant satisfaire nos besoins. Voilà. Donc, dès les débuts du mouvement, il y a les écoféministes du Nord ont vraiment cherché à connaître et à comprendre des pratiques agricoles, des pratiques artisanales, des modes de vie plus ruraux qu'on trouve dans d'autres pays du monde, et à voir comment ça serait possible de s'en inspirer au Nord. Alors parfois, on a taxé cette tentative d'appropriation culturelle en disant, voilà, vous cherchez une fois de plus à rendre commercialisable l'image de Pocahontas et de voilà des Amérindiens qui vivent en harmonie avec la nature, ou l'image des femmes indiennes qui enlacent les arbres, etc. Alors peut-être qu'il y a un peu de ça. Commercialiser et puis peut-être rendre folklorique peut-être aussi ces traditions. On voit beaucoup par exemple de traditions chamaniques portées par des femmes, mais aujourd'hui qu'on fait connaître à travers plutôt des femmes des pays occidentaux. Est-ce que c'est un risque? Oui. Bah effectivement, je crois qu'il y a plein de dérives possibles. Il peut y avoir voilà ce côté d'exotisation ou de folklorisation. Il peut y avoir aussi une sorte de tendance romantique à idéaliser. Par exemple, il y a une sorte d'expression qu'on trouve dans beaucoup de textes écoféministes qui est la paysanne du tiers-monde, les paysannes du tiers-monde. Ça devient presque une espèce de formule magique. Et là, effectivement, on est en pleine romantisation, en pleine idéalisation. Donc, il y a toutes sortes de dérives possibles. Ceci dit, il me semble que si c'est bien fait et si c'est fondé sur de réels dialogues, pas simplement pour projeter sur d'autres personnes un peu nos fantasmes d'harmonie avec la nature, mais pour essayer vraiment d'écouter, de connaître, de comprendre, c'est une voie qui peut être intéressante. Alors, est-ce que en faisant justement vos enquêtes, vous avez été le témoin d'expériences, de pratiques qui savent justement garder la juste mesure et qui savent écouter et s'inspirer de méthodes de société plus traditionnelles sans pour autant les essentialiser ou les enfermer dans quelque chose qui serait, comme vous l'avez dit, exotique? J'ai pas vraiment rencontré de manière de faire que je trouve pleinement convaincante, mais bon, je pense que je suis particulièrement pinailleuse, voilà. Mais peut-être quelque chose qui me paraît être quand même intéressant, c'est par exemple une femme chez qui j'ai passé une semaine dans les Cévennes, donc qui s'appelle Sylvie Barbe et qui vit sur un terrain dans la forêt. Donc elle a construit des yourtes, plein de murets de pierre sèche, elle fait beaucoup d'artisanat, etc. Et elle a un mode de vie qui est en fait très marginal et voilà, qui est vraiment un choix de vie radical. Donc elle n'a pas l'eau courante, elle n'a pas l'électricité, elle n'a pas de voiture, elle n'a pas de frigo, elle n'a pas de portable, et elle fabrique elle-même ses vêtements. Donc bon, c'est vraiment assez extrême. Mais la raison de ses choix, et on n'est pas obligé d'aller jusque là où elle va, mais ça me paraît intéressant à entendre, c'est que elle, son idée, c'est que il faut réussir à vivre sans être un prédateur, ni pour les ressources naturelles, ni pour le travail d'autres femmes. Son mode de vie, il est fondé vraiment sur un souci de solidarité avec toutes les femmes du monde. Et donc, par exemple, elle refuse de s'habiller avec des vêtements qui seraient fabriqués par des ouvrières exploitées au Bangladesh ou en Chine. Elle refuse d'avoir un smartphone dont elle sait très bien qu'il est produit à partir du travail d'enfants ou de personnes hyper exploitées dans des mines en RDC, puis dans des usines en Chine, etc. Donc, il y a déjà cet aspect-là de réduction, de décroissance en fait, de cerner quels sont nos vrais besoins et lesquels on peut satisfaire d'une façon qui soit respectueuse de la qualité de vie de tous les humains dans la mesure du possible.
et respectueuse des ressources naturelles autour de nous. Donc ça, c'est une forme de solidarité qui est concrète, qui est pas juste un grand baratin sur l'universalisme et la solidarité mais on voit que ça suppose des remises en question profondes. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que les menaces qui pèsent sur notre avenir commun, en raison du changement climatique notamment, peuvent arriver à résorber les fractures? Vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, le cas de l'Inde, où voilà, il y a quand même une certaine barrière qui fait qu'on ne pense pas les rapports hommes-femmes jusqu'au bout, alors que c'est pourtant au cœur de l'écoféminisme. Est-ce que vous pensez qu'on peut converger vers une lutte commune qui soit efficace en faisant fi des différences culturelles et notamment sur la question des femmes, parce que Dieu sait si aujourd'hui on juge de l'état d'une société, et à juste titre, souvent en fonction de la place et des droits qui sont accordés aux femmes, mais est-ce que vous pensez qu'en dépit de ces différences culturelles, on peut quand même converger et travailler ensemble entre pays et femmes de cultures différentes pour l'urgence climatique? Alors déjà, juste parenthèse, donc sur l'Inde, ce que j'ai dit, ça concerne le mouvement de Vandana Shiva. Mais par ailleurs, il y a plein de collectifs féministes en Inde, donc qui se disent pas écoféministes, mais féministes, qui eux sont en fait beaucoup plus actifs sur les questions d'inégalité homme-femme, de violences subies par les femmes, etc. Donc le mouvement féministe indien, il est très ancien, il est très riche, il est très actif. Voilà. Sinon, sur les solidarités et les associations, il me semble qu'il y a certainement des possibilités, mais là aussi, moi, ce qui me paraît important, c'est que ce soit fait d'une façon qui évite toute forme d'impérialisme. C'est-à-dire, il peut y avoir une tendance à, là encore, de certaines féministes occidentales, de croire qu'elles savent ce que c'est l'émancipation féminine en général et comment faire pour aider les pauvres femmes de tel ou tel pays à se libérer. Je crois que, par exemple, en ce moment, j'ai remarqué que la notion de convergence des luttes, elle est de plus en plus balayée au profit de la notion de alliance. Et peut-être que c'est ça qui est plus important, c'est-à-dire non pas de voir si on peut trouver une lutte commune, parce que les contextes sont très différents, les enjeux sont très différents, les représentations du monde et les valeurs sont très différentes, mais de chercher, plutôt qu'une convergence, donc de tout réduire à l'unité, chercher quelles alliances sont possibles entre des mouvements qui ne se nuiraient pas les uns aux autres, sans pour autant avoir besoin d'être d'accord sur tout. Mais là, ça suppose encore de l'écoute, c'est-à-dire savoir réellement que veulent les femmes de tel pays, les femmes de tel pays, et là encore, même au sein d'un même pays, évidemment, il n'y a pas du tout d'unité. Absolument. Donc, ce qui serait finalement le plus important, ce n'est pas d'être d'accord ou de se ressembler, mais de vouloir la même chose. Bah, je crois, ouais. C'est vrai qu'en ce moment, une de mes marottes philosophiques, c'est la question de la polyphonie. Enfin philosophique et musicale d'ailleurs. Voilà, cette question de comment, et je crois que c'est aussi un enjeu démocratique profond, c'est-à-dire il y a un philosophe qui s'appelle Claude Lefort qui définit la démocratie en disant en fait la démocratie c'est pas du tout le régime de l'unité, c'est pas le régime où on est tous d'accord. Ça c'est un peu un idéal totalitaire. C'est au contraire le régime qui fait droit aux divergences, aux désaccords, à la pluralité et qui accepte qu'il y ait des différences et qu'il y ait des désaccords. Et voilà, du coup, moi, c'est vrai qu'une question, mais que j'ai pas encore résolue, c'est voilà, comment on fait pour que ça soit de la polyphonie, donc où il y ait des voix différentes et réellement différentes, mais qui réussissent à créer quelque chose, plutôt que de vouloir tout réduire à l'unisson, ou bien que de laisser tout dans la cacophonie.
Alors, une dernière partie de cet entretien pour réfléchir un peu à la traduction concrète de ce terme d'écoféminisme. Vous le savez, cette série d'entretiens donc a pour titre Demain dès aujourd'hui et vise à encourager l'action. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander pour commencer, ce que vous inspire ce terme de Demain dès aujourd'hui? Que m'inspire ce terme de demain dès aujourd'hui? Eh ben, je sais pas. C'est bien la première fois qu'un philosophe nous dit « je ne sais pas ». Et pourtant, Socrate disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». Alors, pour parler d'action concrète, c'est une question peut-être un peu caricaturale, mais agir en écoféministe, ce serait quoi? Ce serait quel type d'action à l'échelle individuelle d'abord? Il me semble que là aussi, il faut faire droit à la polyphonie, donc à la diversité des formes que ça peut prendre. À titre personnel, ce qui m'a le plus intéressée, c'est les formes les plus radicales. Parce que voilà, j'ai un attrait pour la marginalité, voilà, ce qui est un peu des choix d'existence extrêmes. Et donc, on peut dire que la version la plus cohérente de qu'est-ce que c'est un mode de vie écoféministe, ça ressemblerait, par exemple, si on prend le contexte français, à cette femme dont j'ai parlé, Sylvie Barbe. Donc, vraiment, le choix de se mettre complètement en dissidence, se mettre en rupture avec le système capitaliste patriarcal et dire, voilà, moi, je veux pas du tout être complice du fonctionnement de ce système-là. Je veux pas, par ma consommation, par voilà mon mode de vie concret, participer à ce système que je condamne. Et donc, je me mets en marge et je vis voilà, sur un terrain, en nature, dans une yourte, etc. Ça, c'est le choix qui me paraît aller jusqu'au bout de la critique écoféministe du monde actuel. Mais il y a plein de manières un peu intermédiaires de faire. Et par exemple, bon, moi je me considère pas comme écoféministe, mais évidemment je me suis posé la question au cours de mon cheminement. Et il y a un moment où j'ai réellement cru que je vivrais moi aussi de cette façon-là, et où j'en ai fait l'expérience. Alors j'en parle juste un tout petit peu dans mon livre, mais en fait ça a duré assez longtemps. Voilà, en vivant dans les collines de Provence, sans eau et sans électricité, et avec des moutons. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que j'avais l'impression d'être dans une bulle et de finalement ne pas du tout contribuer à changer la société. Du coup, j'ai fait le choix de revenir à l'enseignement, de retourner voilà, enseigner la philo au lycée à Marseille. Parce que il me semble que c'est une manière d'agir par laquelle j'ai plus l'impression de transmettre quelque chose, de faire réfléchir mes élèves, de les interroger, etc. Donc il y a plein de manières possibles, mais qui réellement supposent souvent une sorte de désaccord ou de rupture avec la manière ordinaire de consommer, d'acheter, d'utiliser les technologies, de voyager. Donc finalement, c'est pas forcément un retrait, mais c'est un engagement actif au sein de la société, mais peut-être avec plus de conscience. Oui, ça pourrait. Et c'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours des sortes d'ambiguïté ou de difficultés à tenir une cohérence. Et je pense que d'un côté, bon, il faut avoir une forme d'indulgence ou en tout cas de lucidité face aux contradictions, et que le désir d'être absolument parfait, finalement, ça fonctionne pas. En même temps, il y a un certain nombre de compromissions. Par exemple, quelque chose que je remarque chez les jeunes militantes écoféministes, c'est qu'il y a très peu de critiques des technologies. Et que voilà, bon, moi j'ai un ordinateur comme vous pouvez le constater, mais par exemple j'ai pas de smartphone, j'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram, etc. Donc je suis pas d'une cohérence 100%, mais je me dis qu'effectivement essayer de mettre de la conscience un peu dans tous les choix qu'on fait, y compris technologiques,
c'est un premier pas qui est important et qui est pas évident parce que ça suppose de renoncer à beaucoup de choses qu'on nous a présentées comme étant le progrès et la réussite. Ça suppose de renoncer, voilà, par exemple, bon bah je peux pas avoir je sais pas combien de followers sur Instagram puisque je refuse de rentrer là-dedans. Donc ça suppose vraiment de renoncer à une certaine image de la réussite sociale, du succès et du progrès à l'échelle collective et de réinventer des nouvelles images du progrès. Mais alors, du coup, parce que vous faites la transition avec une des questions que je voulais vous poser, c'est-à-dire pour qu'un mouvement pareil puisse se faire connaître, sensibiliser à ses actions, etc., il a aussi besoin de figures et nécessairement aussi besoin de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des figures qui le portent de façon efficace? Et la question que je voulais aussi vous poser sur Greta Thunberg, c'est une jeune fille très médiatisée, qui porte la parole écologique dans les plus grands forums et auprès des plus grands dirigeants. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de bon ou de mauvais? Alors, déjà, je crois pas que les choses soient bonnes ou mauvaises. Et effectivement, là aussi, c'était vraiment une des prises de conscience de mon terrain en Inde, notamment, c'est que en fait, tout est toujours contradictoire. C'est impossible. Et heureusement d'ailleurs, mais en fait, on peut pas être manichéen. On peut pas séparer le bien du mal, ou ce qui serait bon et ce qui serait mauvais. Et c'est vrai que c'est très difficile de calculer quel est l'impact, par exemple, Vandana Shiva, mais ça vaut aussi pour Greta Thunberg. Il y a beaucoup de critiques qui s'adressent à elle, consistant à dire, mais regardez, elle passe son temps à prendre l'avion, elle sillonne le monde pour faire des conférences. Donc, si tout le monde avait le mode de vie de Vandana Shiva, en termes environnementaux, ce serait catastrophique. Et c'est pas vraiment possible de mesurer quel est l'impact de son discours. Est-ce que ça compense les pollutions concrètes générées par ce qu'elle fait? Donc, c'est extrêmement délicat, en fait, de savoir quelle est, voilà, entre le discours et la réalité, quelle est la meilleure voie d'action. Et quels sont les risques aussi qui pèsent sur ce mouvement? Parce que on l'a dit tout à l'heure, il est à l'intersection de plusieurs luttes, et puis c'est un mouvement écologiste, mais aussi un mouvement anticapitaliste, altermondialiste. Comment est-ce que on évite qu'il soit vidé de sa substance, qu'il soit ramené à simplement la vision de la femme qui retourne à sa tâche de soins finalement? Il y a une étude, je crois, qui a été menée aux États-Unis et qui disait que la majorité des hommes américains considéraient le fait d'utiliser des sacs recyclables quand on va faire ses courses comme un acte féminin. Comme si finalement cette conscience du soin porté à la nature, etc., revenait aux femmes. Donc quel est le risque en fait de voir le mouvement se dépolitiser et d'être réduit à cela, ou au contraire d'être récupéré politiquement à travers des figures très médiatisées? C'est effectivement pas évident, et je crois que, bon, un des trucs que j'ai voulu faire à travers mon livre, mais voilà, je suis pas la seule à travailler sur ce sujet, c'est justement d'essayer de rappeler à travers la transmission de l'histoire du mouvement et de ses luttes concrètes et de la complexité de ses théories, que ça se réduit absolument pas à dire il faut que les femmes fassent passer leur ménage en zéro déchet, par exemple. Mais ce qui est un peu étonnant à observer, c'est que de fait, ce qui se médiatise le plus du mouvement, c'est souvent ce qui finalement n'est pas représentatif de, à mon sens, ces versions les plus intéressantes, mais ce qui est le plus facilement compréhensible ou le plus soluble dans le système capitaliste. Voilà, par exemple, ou dans le patriarcat. En ce moment, par exemple, on parle beaucoup de la charge mentale écologique qui pèserait sur les femmes, puisqu'on observe que, par exemple, effectivement, quand un foyer passe en zéro déchet, ou en essayant de fabriquer les produits ménagers soi-même, etc., en fait, c'est les femmes qui le font. Donc, finalement, ça rajoute du travail aux femmes. Donc, ça remet pas du tout en question les rôles de genre. D'autant que les hommes sont beaucoup plus responsables de la détérioration du climat que les femmes. Par exemple, les hommes consomment 25% d'électricité de plus que les femmes.
Et je crois que, alors j'ai pas de statistiques, mais concernant la consommation de viande, là aussi, il y a vraiment un lien assez profond qui est fait entre l'image de la virilité et l'image du fait de manger de la viande. Et en fait, ce sont des choses qui se jouent à des niveaux tellement profonds, psychanalytiquement, qu'il est effectivement très difficile de les déconstruire. Et là, ça passe certainement par l'éducation. Mais bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais c'est vrai que je remarque avec mes élèves, voilà, qui sont beaucoup d'enfants, que ces constructions sociales de qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un vrai mec, en 2020, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas bougé. Et c'est vrai que souvent, l'image de la virilité continue à aller de pair avec une forme de surpuissance. Alors, vous êtes professeur, hein, vous enseignez dans un lycée à Marseille. Alors, comment on fait pour transmettre des récits autres, des récits différents? Beaucoup de personnes qui travaillent sur ces mouvements écologiques parlent de l'importance de changer ce que l'on raconte, parce que c'est par le changement de représentation que l'on peut arriver à des prises de conscience et donc après à des actions. Vous, à votre échelle, comment est-ce que vous essayez, ou en tous les cas avec vos élèves, de changer les récits sur les perceptions? Est-ce que, par exemple, ressusciter, si elles ont existé, des sociétés matriarcales qui étaient plus proches de la nature, où il y avait un autre rapport des genres, c'est quelque chose qui peut contribuer à changer justement ces représentations? Et puis, si elles n'ont pas existé, est-ce que c'est par la fiction? Est-ce que c'est par ce genre de choses qu'on peut remodeler notre psyché collective? Je crois qu'il y a effectivement un rôle de l'école qui est important. Après, en réalité, l'impact de ce qu'on apprend à l'école est minime par rapport à l'impact de ce qu'on apprend dans la famille et de ce qu'on apprend dans les médias. C'est-à-dire que mes élèves, si pendant mon cours, pendant les moments où ils écoutent le cours, ils captent que je dis ci ou ça, en fait, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan de la masse de discours qui les submerge à travers la société, à travers les médias, les films, les pubs, les chaînes d'infos en continu. Donc bon, ça fait pas vraiment le poids, parce que pour l'instant le récit dominant continue à être vraiment pas écoféministe. Mais justement, comment le changer, ce récit? Est-ce que pour vous ça passe par la culture? Est-ce que ça passe donc plutôt par la créativité, par l'imaginaire, ou est-ce que ça passe aussi par des décisions politiques qui vont contraindre que ce soit les médias ou ce sur quoi ils ont du pouvoir à changer le discours? Il me paraît important de jouer sur tous les plans, si on veut. De toute façon, c'est vrai que cette question du changement social, c'est une question qui est extrêmement complexe. D'essayer de comprendre comment fonctionne le changement social. Par exemple, il y a un an, jamais on aurait pu imaginer les changements sociaux qui se produisent aujourd'hui. Toutes ces causalités-là, elles sont très difficiles à comprendre. Ce que les écoféministes ont théorisé et ont essayé de mettre en œuvre, c'est de pas opposer le changement par les conditions matérielles d'existence, donc l'organisation concrète du travail, des salaires, des activités productives d'un côté, et puis le changement par les représentations d'un autre côté. Parfois, c'est deux manières de voir qu'on oppose. Elle cherche un petit peu à jouer sur tous les tableaux. Donc à la fois par la transformation des récits, et à la fois par la transformation des manières concrètes de travailler, de la division sexuelle du travail, des conditions de travail, des rapports économiques. Chacune à son niveau, à son échelle, essaye de voir par où c'est possible d'apporter un petit changement. Alors, une autre question par rapport à la question pas de la survie, c'est un peu extrême comme mot, mais ce mouvement écoféministe, aujourd'hui, il doit faire
composé avec un contexte où on voit des dirigeants politiques et des courants politiques à travers le monde, et là pour le coup c'est au nord comme au sud, qui ne sont ni vraiment féministes. On voit régresser parfois et de façon abrupte la question féministe dans beaucoup de pays, on l'a vu au Brésil, on l'a vu ailleurs, et puis qui ne sont pas non plus très convaincus par le changement climatique. Donc on peut dire que pour eux, les écoféministes ont tort sur les deux plans. Donc pareil, par rapport à ce contexte, quels sont les moyens de lutte qui restent pour continuer à poser cette question dans l'agenda politique? Il me semble qu'un terme qu'on trouve pas mal dans les écrits écoféministes et qui, je crois, définit assez bien le positionnement, je sais pas si ce positionnement pourra changer, c'est le terme de résistance. En fait, c'est vrai qu'il n'est pas du tout évident qu'un jour, ces principes de justice, parce que au fond, voilà, il y a juste une forme de revendication de justice. C'est pas évident, effectivement, que ça puisse devenir ce qui structure l'ordre du monde. Peut-être que c'est un positionnement qui est voué à rester toujours dans une forme de dissidence, d'opposition, de résistance. Et à la fois de résistance dans notre vie privée ou dans la vie professionnelle, etc. Et c'est d'autant plus pernicieux que même les gouvernements qui reconnaissent sur le papier l'importance de l'écologie, etc., on voit que c'est pas du tout... là aussi, il peut y avoir une espèce de fracture entre le discours et les pratiques qui est assez spectaculaire. Il y a quelque temps, il y avait un dessin qui représentait le président français disant en fait, on va répéter... Enfin, vous savez, quand on répète très, très longtemps un mot, il finit par... on comprend plus son sens. Enfin, quand on est enfant, souvent, on joue à ça. On répète plein de fois un mot et puis il veut plus rien dire. Et je sais plus quel était le dessinateur qui a fait cette caricature, mais en disant voilà, on va répéter écologie, 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 jusqu'à ce que le mot n'ait plus aucun sens. Donc effectivement, il y a des rapports de force qui, objectivement, sont un peu décourageants. Mais cette posture de résistance donne aussi une sorte de rôle social et d'alternative à une forme d'individualisme. C'est-à-dire, je pense que quelque chose qui est à la fois un peu désespérant et à la fois quand même enthousiasmant dans ce mouvement, c'est que même si il peut donner l'impression de se heurter à un ordre du monde impossible à changer ou impossible à changer dans le sens que désirerait l'écoféminisme, ça donne aussi la possibilité de ne plus se percevoir juste comme un individu qui mène sa vie, qui travaille, qui consomme, qui se reproduit et qui meurt, mais comme étant partie prenante d'un mouvement historique, qui peut-être est juste une résistance, mais qui au moins est un mouvement historique avec un horizon. Résistance et horizon, on va retenir ces deux mots pour la fin de cet entretien. Merci infiniment Jeanne Goutal. Je rappelle le titre de votre livre, Être écoféministe, théorisé, pratique. C'est sorti en mars dernier aux éditions L'Échappée. Merci beaucoup Jeanne Burgard-Goutal d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien et d'ici là, portez-vous bien.